les trois princes de Séréndie, dans un conte persan ancien, furent envoyés à l'étranger par leur père afin de parfaire leur éducation. Au cours de leur voyage, ils firent des découvertes intéressantes qu'ils n'avaient pas projetées grâce à des indices que le hasard a mis sous leurs yeux. Un petit peu comme Zadig de Voltaire. Le mot serendipity et sa francisation sérendipité a été créé au XVIIIe siècle et il devient actuellement suffisamment à la mode pour servir d'enseigne à des boutiques où je suppose qu'on entre sans savoir ce qu'on veut acheter et on trouve quelque chose de fabuleux. Et il intéresse aussi davantage les chercheurs, de manière plus sérieuse, les chercheurs scientifiques qui voudraient intégrer le hasard à la démarche de la recherche. Parce que souvent, on le sait, par exemple, la pénicilline, pour peut-être la preuve de Newton, c'est le hasard qui a permis, après une réflexion bien sûr, de découvrir quelque chose. Je vous livre donc, pour commencer, quelques cadeaux dont m'a gratifié le hasard, en 3 étapes. D'abord, au Théâtre du Temps, dont on a parlé, puisque c'est un lieu avec lequel j'ai conclu une sorte de partenariat pour y présenter régulièrement des spectacles, des mises en voix du texte de Duras, pas toujours le théâtre, pas souvent le théâtre. Le Théâtre du Temps, dans le 11e arrondissement, est situé à côté d'une cour, et dans cette cour, il y a une petite maison bleue, dont on est sorti d'un conte de Grimm, et une habitante de cette maison a souhaité me connaître quand elle a su qu'on programmait des lectures de Duras, parce qu'elle voulait me parler de Marguerite Duras qu'elle avait connue. Elle s'appelle Cataline, et voici le récit de Cataline. Au moment du tournage des postfaces destinés à l'édition vidéographique du ministère des Affaires extérieures, Cataline était assistante de celui qui organisait cela, Pascal Emmanuel Gallet, et elle était donc là comme script. Sur le plateau, dans le groupe, il y avait aussi une photographe italienne, et Marguerite Duras a refusé absolument, c'est le récit de Cataline, d'être photographiée par cette Italienne en lui disant « Vous ne ferez jamais une photo de moi, je vous l'assure ». Et pointant son index sur Cataline, elle lui a dit « C'est vous qu'elle est photographiée ». Cataline lui a fait remarquer qu'elle n'était pas photographe, mais Marguerite Duras a tellement insisté que le ministère a procuré un appareil photo à Cataline et l'a chargé donc de photographier Marguerite. Cataline n'était pas complètement ignorante en ce qui concerne la photographie, mais pas de ce côté-là de l'objectif, car elle avait travaillé avec Lucien Clerc et d'autres photographes d'Arles, mais en tant que modèle. Elle est, paraît-il, le modèle de la naissance de Vénus de Lucien Clerc. Donc Cataline fait une photo de Marguerite Duras qui devait servir pour une grande affiche de la FNAC au moment de la vente de ce coffret. Et vite, elle envoie une photocopie de cette photo à Marguerite Duras. Marguerite Duras était très mécontente. Elle lui a fait observer que l'on voyait beaucoup de rides sur son visage et que ce n'était pas beau du tout. Et une grande conversation a permis à Cataline de lui dire que les rides n'étaient pas importantes, que c'était un très beau visage. Et Cataline pense que dans la première page de La Main, on trouve peut-être une trace de cette conversation, bien qu'elle témoigne qu'il y a bien eu un homme qui a gratifié Marguerite Duras d'un curieux compliment en lui disant qu'elle avait un visage dégasté. Donc cet homme existe et Cataline pensait même que c'était le frère de Jacques Prévert, mais elle n'était plus tout à fait sûre. Deuxième cadeau du hasard, il s'agit cette fois-ci du crime. C'est à Duras, aux rencontres de Duras, au moment où on veut imprimer le programme, on s'aperçoit qu'on a invité des intervenants pour parler du crime, mais personne pour le crime de guerre. À ce moment-là, la présidente de l'association, qui était Valérie Fontaliron, m'a demandé par téléphone le soir tard si je pouvais faire ça rapidement. Je lui ai dit oui, d'abord parce que j'aime bien Valérie Fontaliron, mais aussi parce que je venais de faire une lecture, de diriger une lecture de Jan Andreas Steiner, et qu'il me semblait qu'il y avait suffisamment de matière dans ce livre pour que je puisse traiter le sujet que j'avais intitulé du bleu de minuit, le bleu de minuit et la mémoire de la mort décrétée par les hommes. C'est un montage de mots de Marguerite Duras dans ce texte.
Troisième cadeau du hasard. Donc j'ai fait cette intervention tout à fait par hasard et cette phrase m'avait aidé à supporter de devoir parler de la guerre et d'atrocités. Troisième cadeau du hasard, le livre de photos de Cataline. Un jour, mais plusieurs années après le début de cette histoire, Cataline me dit « Je vais te montrer un livre de photos que j'ai fait ». Et elle me montre, en me laissant en main très peu de temps, parce qu'elle voulait qu'on aille manger, donc elle me montre un livre de photos et je vois quelque chose qui pour moi était le bleu de minuit sur les Antarctiques. Je lui dis, mais c'est extraordinaire, est-ce que tu as montré ce livre à Marguerite? Malheureusement, elle n'en avait aucun souvenir. Elle me dit, c'est impossible que je ne lui ai pas montré, je lui montrais tout ce que je faisais à cette époque, on était très proches, donc certainement je lui ai montré, mais je ne peux pas te dire ce qu'elle m'a répondu, ce qu'elle m'a dit. Donc. Et les choses en sont restées là pendant des années, jusqu'à l'année dernière, au moment où la Comédie Française a monté La Pluie d'été, et dans le spectacle de La Pluie d'été, j'ai entendu un texte qui parle encore de l'Arctique, et auquel le metteur en scène avait accordé une importance énorme, alors que c'est un tout petit passage dans le livre, et qu'il a souvent résumé des passages qu'il a coupés de façon de montage, évidemment. Je lui ai demandé pourquoi une telle place accordée à ce petit moment sur l'Arctique. Pour vous dire, c'était à la fois visuel, il avait placé les personnages sous un grand drap blanc, éclairé de l'intérieur, qui figurait une sorte d'igloo, ça prenait un certain temps, et puis c'était accompagné musicalement d'une voix qui parlait de la beauté de l'Arctique, du silence et du froid. Il m'a répondu que c'est parce que ce passage l'avait inspiré et il n'avait pas d'autre explication. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu envie, ne serait-ce que parce que ça faisait quand même deux textes qui parlaient de l'Arctique, où je pensais que Marguerite n'avait jamais mis les pieds, je me suis dit qu'il faudrait peut-être exploiter un petit peu ce hasard. Donc à partir de là commence une enquête qui a été, j'allais dire pénible, non pas pénible, mais difficile. Entre-temps, Cataline avait disparu, je ne savais plus du tout la retrouver. Je n'avais pas retenu le nom de son livre, mais grâce à Internet, quand même, je l'ai retrouvé. Grâce à Internet, j'ai pu me le procurer, et donc ça a été fabuleux. J'ai reçu un jour dans la poste le livre. Le voici, Brise-glace. On en verra tout à l'heure des photos numérisées. Donc avec les paysages bleus. Mais il y avait aussi une cassette VHS de 90 minutes, 3 films, un film de Jean Rouch qui s'appelle Bateaux-ivres, un film de Tite Tornroth, je ne vais pas vous dire le titre, il est imprononçable pour moi, mais il est question dedans du Frey, qui est le nom du bateau, Brise-glace, et un film de Raoul Ruiz qui s'appelle Histoire de glace, histoire au pluriel. Donc à ce moment-là, j'étais absolument enchantée. Il y avait aussi un CD avec de la musique composée à partir aussi de sons pris sur le vif au cours de l'expédition, et puis avec des textes de Colette Félouz, et il y avait une petite cassette audio dans laquelle on entend la conversation à bord du Brise-glace. À ce moment-là, j'ai fini par retrouver Cataline et François Luxereau qui habitent dans la petite maison bleue, et François m'a expliqué qu'en réalité il y a eu 4 expéditions dans les glaces du golfe de Bosnie, c'est entre la Finlande et la Suède. Cataline à ce moment-là, donc c'était en 86, Cataline à ce moment-là, enfin ça s'est échelonné sur plusieurs mois et plusieurs années même peut-être, était complètement abattue par un deuil qu'elle n'arrivait pas à surmonter, et ça l'avait rendue complètement insensible au froid. Donc elle supportait, alors qu'elle était en très mauvaise santé, elle affirme qu'elle n'a absolument pas senti le froid. On a combiné pour cette édition les 4 expéditions en une seule, on ne voit pas qu'il y en a eu 4 en fait. Cataline décrit elle-même le paysage, et ce n'est pas le bleu qui l'a frappé le plus, mais plutôt la couleur orange qu'elle a vue surtout le matin, m'a-t-elle dit. Au moment de la sortie de ce livre et de la cassette de film, une grande exposition a été organisée à la FNAC, et un vernissage très spectaculaire au bord d'une piscine avec un cocktail. J'ai interrogé Jean Mascolo qui me dit être allé à ce vernissage. Il m'a dit oui, c'était effectivement un très grand événement.
Sa mère, donc Marguerite Duras, n'est pas allée, mais elle avait chez elle le livre, la cassette, tous les éléments, et elle les avait vus plusieurs fois. À ce moment-là, j'ai réussi à... Enfin, ça a été facile, ça. J'ai retrouvé Pascal Emmanuel Gallet, qui n'est plus non plus en France, mais qui a la même adresse Internet. Et voici la réponse qu'il a faite à ma question. Est-ce que vous pensez que Marguerite Duras a pu s'inspirer? Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez souvenir de conversations avec elle sur ce sujet? Est-ce que ça l'intéressait suffisamment pour qu'elle puisse en garder une trace dans ses livres? Voici, j'ai recopié donc, la réponse de Pascal Emmanuel Gallet. Vous n'avez pas tort. J'ai parlé avec Marguerite de ma fascination pour ces paysages arctiques, de ce monde à l'état naissant, de ce partage de l'horizon dans la blancheur, de mon regard errant dans un éblouissement sans fin, de mon sentiment d'être enfin au monde, de la proximité qu'il y avait entre la joie de mon regard à la perpétuelle naissance du monde et celui de la dame du camion. Elle me répétait que le monde aille à sa perte, et je lui répondais en riant, à la manière de Duras, oui, à sa plénitude. Marguerite aimait aussi la grande photo bleue et vide qui est imprimée en héliogravure dans le livre, où l'horizon est à peine accentué d'un long nuage, et quelques autres, et il a ajouté qu'il pourrait me les montrer s'il venait à Paris, mais ça n'a pas été le cas plusieurs mois. Donc, je me trouve à ce moment-là dans un état de très grande euphorie, avec un corpus extraordinaire, volumineux aussi, dont j'ai tracé les lignes, c'est-à-dire le livre, les photos. Il y a dedans une photo tirée par... Voici, qui est plutôt marron, pas bleu. Et je reviens maintenant aux deux passages de La pluie d'été de Jan Andreas Steiner avec lesquels il me semblait pouvoir établir une corrélation. Donc dans La pluie d'été, à peu près une page, que je ne vais peut-être pas lire complètement, pourtant la mère se mettait quelquefois à raconter. C'était toujours inattendu ce qu'elle racontait. Ça s'était passé loin, ça avait l'air de rien, et pourtant ça se retenait pour toujours. Les mots autant que l'histoire, la voix autant que les mots. C'est ainsi qu'une fois, en pleine nuit, au retour des cafés du centre-ville, la mère avait raconté à Jeanne et à Ernesto l'histoire d'une conversation. C'était, disait-elle, le souvenir le plus clair de sa vie, lumineux, et auquel elle pensait encore maintenant, celui de cette conversation qu'elle avait entendue par hasard dans un train de nuit qui traversait la Sibérie centrale il y avait maintenant longtemps. Elle avait 17 ans. Donc c'était deux hommes, etc., qui avaient commencé à parler. L'un avait parlé de son travail d'agent public et puis des choses de son existence présente. Il avait aussi parlé de la nuit, du froid et de la beauté de l'Arctique. La conversation s'était ralentie tout à coup. L'homme jeune ne savait pas raconter ça, le bonheur qu'il vivait avec sa femme et ses deux enfants. L'homme moins jeune avait à son tour parlé de lui. Il était lui aussi agent public, comme presque tous les habitants de la plaine sibérienne. Lui aussi avait parlé de la nuit continue de l'Arctique et du froid. Lui aussi avait des enfants. Il avait parlé du silence de la nuit polaire, de cette conjonction du silence et du froid. Moins 60 pendant 3 jours de nuit. Le plus jeune avait parlé de l'étrange bonheur des enfants dans ce pays de traîneaux et de chiens. Par la suite, la mère se dit qu'elle voudrait bien aller voir tout cela elle-même. Elle avait oublié, elle se souvenait de la couleur bleue du lac Baïkal dans l'immensité de neige. Après ce voyage, la mère disait qu'elle était allée se renseigner sur le réseau des trains en Sibérie, etc. Dans Jan Andreas Steiner, c'est tout à la fin, on a vu donc la monitrice et l'enfant se rejoindre, et un blanc dans le texte. Vous dites, de quoi parlait-on dans la chambre noire? De quoi? Je dis, de même que vous, ne plus savoir de quoi. Des événements de l'été, sans doute, de la pluie, de la faim, de l'injustice et de la mort, du temps mauvais, de ces nuits chaudes coulées dans les jours d'août, de l'ombre fraîche des murs, j'abrège pour repasser un peu plus loin, une fois, de Mozart et du bleu de minuit sur les lacs arctiques, du jour bleu de minuit sur les voix chantées dans les casinos de neige et de verglas, le cœur en tremble, les voix chantées, oui, sur les airs de Mozart et les juifs assassinés.
Et ça continue. Et à partir de là, donc, commence un effort pour analyser tout cela, et je me demandais comment on pouvait décrire le passage d'un matériau abondant audiovisuel à quelques phrases dans les deux textes. Et ça n'a pas été possible, je suis vraiment désolée de dire ça d'emblée. Ce qui m'a dissuadée, après des tonnes de lectures, de le faire, ce n'est même pas la disproportion entre ce qui a pu être une source d'inspiration et ce à quoi on aboutit dans les textes, ni même l'incertitude dans laquelle je suis, parce que je n'ai pas identifié la photo dont Pascale-Emmanuel Gallet dit qu'elle était la préférée, mais même si je l'identifiais, je ne sais pas si ça suffirait à établir une certitude qu'elle a servi vraiment celle-là de modèle, même peut-être modèle n'est pas le terme. Donc ce n'est pas ça qui m'a dissuadée, mais surtout la conviction que ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder, que ça ne se passe pas comme ça, que ça ne peut pas être un transcodage, même s'il y avait une seule photo, ça ne peut pas être un transcodage d'une photo à un texte. À l'exemple des traductologues, et par exemple de Marianne Ledrer, qui pense que quand on traduit, on ne passe pas du texte source au texte cible, mais on doit traverser un moment qu'elle appelle la déverbalisation, où on n'est plus dans le langage du tout, ou de Jean-René L'Admiral, qui appelle cela le saltus mortalis. J'aime mieux quand il le dit en latin, parce que j'ai envie de le traduire par le saut mortel. S'il le dit quelquefois en italien, salto mortal, et à ce moment-là, il faudrait le traduire par le saut périlleux. On n'est pas sûr de mourir quand on fait le saut périlleux. Donc c'est un moment qui intéresse beaucoup les traductologues et sur lesquels ils se posent des questions. Je n'ai pas résolu là-dessus, mais tous ceux qui ont la pratique de la traduction le savent. On ne peut pas traduire en étant d'un mot à un autre. Il y a un moment où il faut oublier les mots. Et donc je pense que quand on veut analyser le passage d'une série de documents visuels et audiovisuels à un aboutissement textuel, il faut passer par une autre étape qui est peut-être tout simplement celle de la chambre noire, celle de l'écrit, cette matière qui attend de devenir l'écriture, si je reprends les termes de Lou. Et c'est aussi ce que j'entendais peut-être ce matin quand Michel Royer nous parlait de l'expérience sensorielle qui a été faite à un moment donné et qui a suscité des affects, une expérience bien plus complète que ce que pourrait être, que ce que pourrait en donner un décodage sémiotique, par exemple, le décodage sémiotique d'une image, qui réveille peut-être même des affects qui excèdent de beaucoup la source qui les a produits. En somme, je repensais à ce moment-là à Proust, qui disait, après avoir vu les clochers de Martinville, que ça pouvait à la fin se résumer à une phrase ou quelques phrases qui lui faisaient plaisir et qui ne pouvait les conserver que sous la forme de phrases. Mais il faut un certain temps donc, pour que tout cela puisse arriver à l'écrit. Alors, je propose d'abord de regarder tout de même le matériau en question. Donc voilà l'affiche qui était pour la FNAC. Là, un petit peu agrandie parce que normalement sur les lunettes de Marguerite Duras, on voit le reflet de Cataline en train de la photographier. Et pour que vous ayez une idée de la taille de cette affiche, parce qu'elle est immense, voilà, Cataline à côté de son affiche. Cataline me prête cette affiche régulièrement, quand elle est là, pour que je puisse la mettre dans le hall du théâtre et on n'arrive presque plus à passer. Donc, de fortes présomptions que je récapitule ici, le tournage des postfaces date de mai-juin 83, la sortie du coffret vidéo de 84, coffret vidéo donc des œuvres de Marguerite Duras, la parution de l'Allemand 84, donc pour le visage ça paraît coïncider assez bien, l'exposition autour de Brise-Glace, sous-titre Le paysage blanc, décembre 87, la pluie d'été en 90, mais on se rappelle que Marguerite Duras s'était interrompue pour cause de maladie, donc elle a dû commencer à l'écrire relativement près de 87, s'interrompre et reprendre ensuite.
Et on a entendu, comme dans les entretiens avec Jean-Pierre Seton, qu'elle dit qu'il ne faut pas s'occuper des dates de parution des livres, mais bien plutôt des moments où il est en train de les élaborer. Donc ça a dû être élaboré avant 90. Et Yann André Steiner, 92. Voilà quelques-unes des photos qui sont dans le livre, vous pourrez les regarder tout à l'heure. Partant donc maintenant de l'idée qu'il ne fallait pas travailler sur une transposition directe, je me suis fixée d'aborder les textes en essayant d'accumuler des remarques un petit peu comme je fais quand je photographie, parce que je ne sais pas photographier, donc je photographie de toutes les façons possibles et après je trie. Donc première remarque, il y a là, bien sûr, une condensation extraordinaire, puisqu'il y a un corpus énorme d'audiovisuel, et puis très peu, comme vous voyez dans les deux livres, et pourtant, je suis convaincue qu'il y a une relation. Mais dans le cas du visage de Marguerite, c'est le contraire, puisque une photo a donné lieu à plusieurs pages et à une petite narration. Donc, Marguerite Duras, comme probablement d'autres auteurs, peut travailler en condensation ou au contraire en expansion. On se rappelle pour le visage que le projet de l'amant à l'origine c'était un album de photos qu'elle devait commenter. On peut se faire une idée des photos en question en regardant l'ouvrage que Jean Mascolo a publié avec Alain Verconglet qui s'appelle Marguerite Duras, Vérité et légende. Deuxième remarque, il y a une appropriation par Marguerite Duras, un petit peu à la manière dont elle nous dit dans le vice-consul, dans Indiasson, que la géographie est imaginaire. Ce n'est pas l'Arctique, le brise-glace n'est pas en Arctique à proprement parler, n'est pas assez au nord, et le lac Baïkal n'est pas non plus au-delà du cercle polaire. Si on regarde la définition de l'Arctique, on trouve deux sortes de définitions. Une définition géographique par la latitude et une explication autre. Donc le cercle polaire, 66 degrés 33 minutes nord. C'est l'endroit où, lors des solstices, il fait jour ou nuit pendant 24 heures. Donc c'est ce qu'on retient en général le plus, cette histoire de jour et de nuit qui sont allongées. Appropriation donc d'appeler tout cela l'Arctique. Et oxymore, le jour de minuit, puisqu'on entend jour, on entend nuit, mais un effet aussi d'indécision qui m'a rappelé des passages dans Émiliel où on ne sait plus si on est le jour ou la nuit parce que la lumière est étrange. Les deux passages donc ont en commun de parler de ces jours et de ces nuits hors normes et de donner une impression de liberté, d'absence de limite, qui est un des points sur lesquels reviennent le plus les textes qui sont dans ce livre, qui sont des textes de navigateurs qui découvrent l'Arctique, entre autres. Mais ils sont différents par leur nature. L'un, celui du jour bleu de minuit, me paraît poétique, il est d'ailleurs écrit comme des versets, et l'autre est plus narratif. Il établit les moments où on découvre un objet qui va devenir un objet de valeur et donner lieu à un petit programme de la mer qui se renseigne, on voudrait y aller. Elle ne le fera pas, mais on peut considérer aussi le tout comme simplement la description de la mer. C'est une femme qui vient d'ailleurs et qui est, on pourrait dire, un petit peu un être de fuite, c'est-à-dire qu'on sent qu'on ne pourrait pas la revenir, qu'elle repartirait tout le temps. Quatrième remarque, l'Arctique est connoté positivement, ce qui n'est pas si fréquent, à part les rêveries sur le soleil de minuit ou le jour très long. La plupart des gens ont peur du froid, ont peur du danger aussi que représente l'Arctique.
Et dans un livre récent d'Hélène Cixous, Revirement dans l'Antarctique du cœur, ça n'est pas considéré comme complètement négatif, mais en tout cas ça n'est pas positif. Elle parle beaucoup du froid, c'est une métaphore dans son livret, mais elle parle du froid, d'un mal-être essentiellement. Cinquième remarque, dans les deux cas, ce sont des remémorations, représentées dans les textes comme des remémorations de conversation. Et ça m'intéresse beaucoup, parce que j'ai l'impression qu'on pourrait parler à propos de Marguerite Duras d'une sorte d'éthique de l'énonciation. Si les événements qu'elle raconte sont inspirés par sa vie, plus ou moins, s'ils sont déformés, mensongers, ça n'a pas grande importance. Il me semble que la vérité de la posture énonciative est toujours sauvegardée. Et c'est la remarque que je me faisais à propos d'Aurélia. Dans Aurélia, à la première personne, elle raconte une expérience qu'elle n'a pas faite, celle d'être née dans un camp d'extermination. Mais comme le texte se développe surtout sur la recherche du père, l'interrogation sur le père, ça c'est une interrogation qui est bien la sienne. Sixième remarque, si on regarde de plus près la phrase de Jan Andreas Steiner, ou les phrases, on voit qu'il y a oscillation entre des indications d'ordre plus cognitif, ne serait-ce que sur les lacs arctiques. On ne peut pas voir les lacs arctiques, il faut savoir que ce sont les lacs arctiques, à cause donc du quasi-toponyme, et d'autres qui sont beaucoup plus sensoriels, le bleu du minuit, ou le jour bleu de minuit, où les diphtongues du jour bleu de minuit ralentissent le vers et amènent une douceur, et on a l'impression, quand on passe du bleu de minuit du jour bleu de minuit, un hémistiche, on attend l'alexandrin. L'alexandrin n'arrive pas, mais justement c'est intéressant qu'on ait cru aller vers un alexandrin. Et je pense que si on veut voir, la plupart du temps, des images deviennent des poèmes. C'est là qu'il y a une affinité probablement assez grande. Enfin, si on regarde les contextes, un peu plus largement, dans Jan Andreas Steiner, Marguerite Duras a rajouté, dans la première édition, il n'y avait pas les Juifs assassinés, elle l'a rajouté très vite. Donc on a l'impression, et elle a parlé de l'extermination des Juifs beaucoup dans Jan Andreas Steiner, donc on a l'impression que peut-être l'Arctique sert de contrepoint, sert à évoquer un lieu qui ne serait pas atteint par la barbarie, un lieu où aurait été sauvegardée une sorte de pureté originelle. Et dans le texte, l'autre, dans La pluie d'été, la mère raconte un deuxième voyage dans le transsibérien, au cours duquel un homme monte dans le train et devient son amant. Et elle raconte cela donc à ses enfants. Cela a des conséquences sur l'inceste d'Ernesto et de Jeanne. À un moment donné, vers la fin du roman, la mère demande à quel moment les enfants ont voulu mourir. Elle devine qu'ils ont voulu mourir ensemble. Et il répond, c'est après, quand tu nous as raconté l'histoire du voyage en Sibérie. Et le passage à l'acte, c'est-à-dire eux accomplissent l'inceste, se fait après un soir où la mère chante la chanson de la Neva, qui renvoie un peu aux mêmes espaces. Enfin, donc, arrivé là, je pourrais dire, oui, il y a une forte probabilité que ces images aient suscité ces lignes dans les différents textes, mais je regarde un petit peu d'autres textes de Marguerite Duras, et en particulier ceux qui parlent du ciel de l'Asie. Alors, dans l'amant, page 100. Je me souviens mal des jours, l'éclairement solaire ternissait les couleurs, écrasées. Des nuits, je me souviens. Le bleu était plus loin que le ciel. Il était derrière toutes les épaisseurs. Il recouvrait le fond du monde. Le ciel, pour moi, c'était cette traînée de pure brillance qui traverse le bleu, cette fusion froide au-delà de toute couleur. Et puis alors, un petit peu plus loin, j'ai eu la chance pour cette nuit, ces mers, la lumière tombée, la lumière tombée du ciel, dans des cataractes de pure transparence, dans des trompes de silence et d'immobilité. L'air était bleu, on le prenait dans la main, bleu. Le ciel était cette palpitation continue de la brillance de la lumière.
La nuit éclairait toute la campagne, de chaque rive du fleuve jusqu'aux limites de la vue. Chaque nuit était particulière. Ou bien quand on lit les plans de coupe qui sont suggérés à la fin de la Mandachine du Nord. Exemple d'image des plans dits de coupe. Un ciel bleu criblé de brillance. Un jour, le jour qui se lève sur le fleuve, etc. Donc, j'ai l'impression que pour que des images nouvelles puissent susciter l'envie d'écrire, il faut qu'elles trouvent un terrain d'enracinement. Et peut-être le terrain d'enracinement, c'était justement ce ciel bleu qui était resté peut-être dans l'inconscient, pas tout à fait, puisqu'il avait déjà donné lieu à des textes. Je repense à cette phrase, écrire, c'est aller chercher au dehors ce qui était en soi. Mais ce qui me paraît donc nécessaire maintenant, c'est de s'interroger sur la gestion mentale des images. Là, j'emprunte cette notion, j'emprunte cet outil à Antoine de la Garandrie, qui l'a fait dans un contexte pédagogique. Il a étudié les causes d'échecs scolaires, mais surtout en interrogeant les gens qu'il considère comme ayant réussi, c'est-à-dire ceux qui ont réussi les grands concours, puisque c'est ainsi en France. Donc il a interrogé beaucoup d'élèves pour savoir comment se passe leur gestion mentale, c'est-à-dire quelles sont les images, quels sont les mots, ce qui se passe dans leur tête. Donc un stage avec Antoine de la Garandrie, ça se passe de la façon suivante. Il nous place une image, une affiche par exemple sous les yeux en nous disant « je vais vous laisser regarder 1 minute et vous me direz ce que vous avez retenu. Et vous me direz comment vous avez fait pour le retenir, ce qui s'est passé dans votre tête pendant que vous faisiez cela. » Pour les gens qui ont une gestion mentale qu'il appelle verbale, c'est-à-dire à base de mots, il n'y a pas d'autre moyen de retenir une image que de placer des mots sur cette image, de se la décrire intérieurement. Ou alors, de ne garder qu'une impression globale, synthétique, poétique éventuellement, ce que ça suggère comme émotion. En revanche, j'avais à côté de moi une collègue géographe qui photographiait l'image et elle pouvait donner tous les détails en partant du bas, du haut, indifféremment. Elle avait une photo à sa disposition dans sa tête. Donc je pense que dans le cas de Marguerite Duras, il s'agit d'une gestion mentale verbale, passant donc par les mots. Mais il ne faut pas penser que les gens qui ont une gestion mentale verbale n'utilisent pas l'image. Ils ont beaucoup besoin d'images, ne serait-ce que pour mémoriser, pour fixer les choses, mais toujours ce sont des images qui ne sont pas saturées d'informations, qui sont assez peu denses et qui sont un peu floues. Et il me semble que là, on voit bien comment les images de Brise-Glace ont été un peu floutées. Donc, il ne ressort dans les textes que soit des impressions assez variées, il y a même l'odeur de la nuit dans le texte de La pluie d'été, mais des impressions qui ne sont pas du tout la description de l'image et qui ne donnent pas d'informations aussi précises sur les formes des glaciers, etc. Donc la gestion mentale me semble absolument nécessaire. Ça fait plusieurs jours qu'on parle d'images et on n'a pas fait la différence entre... on ne s'est pas interrogé pour l'instant sur la manière dont ces images circulent dans nos esprits.